La liberté d'expression est totalement garantie à Sciences Po. C'est vraiment l'endroit où on réunit des élèves de niveau exceptionnel. À l'époque, l'utilisation de l'IA avait été interdite à Sciences Po. Est-ce que c'est toujours le cas? Bonjour Louise Vassy. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de Sciences Po, énarque, et après une carrière diplomatique, vous avez été ambassadeur et directeur de cabinet ministériel. Vous avez pris la direction de Sciences Po il y a un an dans un contexte difficile. La rentrée 2025 s'est déroulée dans le calme. Qu'avez-vous mis en place depuis votre arrivée et comment est-ce que vous résumeriez l'ADN Vassy? D'abord, je ne dirais pas que la rentrée 2025 s'est passée dans le calme, elle s'est passée dans l'enthousiasme, dans la joie de vivre, la joie d'apprendre, qui sont vraiment ce qui caractérise cette école depuis 150 ans. C'est vraiment l'endroit où on réunit des élèves de niveau exceptionnel, hein. Je sais que beaucoup s'interrogent sur Sciences Po et je sais que c'est très difficile d'y rentrer, qu'on fait beaucoup de malheureux, mais que ceux qui ont la chance de nous rejoindre savent aussi qu'ils auront chez nous une expérience intellectuelle, mais aussi humaine absolument unique. Et ce que j'ai dit finalement, et c'est peut-être le mot que je veux utiliser pour décrire ce que je veux faire ici pour les étudiants, ce que j'ai dit aux étudiants de première année, quand je les ai reçus le 25 août, c'est admirez-vous les uns les autres. J'ai repris cette formule de Stefan Zweig qui me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que vraiment, on construit ici une communauté humaine et intellectuelle absolument sans équivalent, en France, sans doute en Europe et peut-être dans le monde, et je suis très fier de diriger cette école. Dans votre feuille de route, il y a l'idée de repositionner Sciences Po comme un acteur majeur des études stratégiques et des relations internationales. Est-ce que le terme repositionner signifie que vous admettez en quelque sorte une perte ou une baisse de qualité du rayonnement auprès du grand public? Alors, je dirais pas ça, parce que si on regarde les classements internationaux, notamment le classement QS, comme vous le savez, nous sommes vraiment dans le trio mondial en politique et relations internationales. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on reste dominant dans ce domaine. Et c'est vrai que les relations internationales, la conflictualité internationale, vont malheureusement être au cœur de ce que nos étudiants auront à connaître, auront à appréhender dans leur vie future. Et donc, je veux vraiment qu'on soit sur tous les grands sujets importants pour eux. Donc, ce que je propose, c'est que, au contraire, on continue à investir dans ce domaine, à grandir dans les questions de défense, dans les questions de sécurité, qui sont au cœur voilà, de l'état international qu'on doit connaître quand on est à Sciences Po. Comment expliquer en quelque sorte la différence entre votre position dans les classements internationaux, première école de l'Union européenne en sciences politiques, et parfois l'image qui est renvoyée de Sciences Po dans les médias nationaux? J'ai aussi dit aux étudiants, vous savez, ça n'est pas grave d'être jalousé. C'est le signe du succès, et donc c'est vrai qu'on est facilement critiqué. C'est vrai que tout ce qui se passe à Sciences Po est scruté. Et il y a quand même une raison positive à ça. C'est normal que le pays s'intéresse à la manière dont une partie des futurs dirigeants, publics, privés, est formée. Et c'est vrai, bien sûr, qu'il y a aussi un devoir d'exemplarité quand on a la chance d'être dans un endroit comme Sciences Po. Donc voilà, il faut accepter qu'on est plus observé que d'autres. C'est la marque du succès, d'une certaine manière. Mais je ne dirais pas qu'on conteste la qualité ni des étudiants, ni de la formation qu'on reçoit ici. Il y a quand même une statistique que j'aime beaucoup utiliser, qui parlera, je pense, à ceux qui sont en première ou en terminale. Il y a à Sciences Po, 42% des élèves qui rentrent en première année ont eu le bac, non pas avec la mention très bien, mais avec la mention très bien et les félicitations du jury. Ça donne quand même une idée de ce qu'est voilà, le niveau de ce qu'on y construit. Et donc c'est tout à fait naturel qu'on soit plus observé que les autres. Alors depuis votre arrivée, quel cadre avez-vous mis en place pour permettre la liberté d'expression sans qu'il y ait éventuellement de déviance ou de malveillance? Le cadre, il est vraiment extrêmement simple. C'est la liberté d'expression est totalement garantie à Sciences Po. Toutes les opinions sont les bienvenues dès lors qu'elles sont dans le cadre légal. Il y a quand même un cadre légal qui existe. Je veux quand même dire que c'est un endroit de foisonnement. Il y a 2000 événements par an à Sciences Po. J'ai parlé de l'excellence académique, mais c'est aussi le nombre d'événements étudiants, le nombre de personnes qu'on reçoit. Je prends juste l'exemple des leçons inaugurales, puisqu'on est dans la période de la rentrée, donc chacune des écoles a reçu une personnalité pour parler. On a reçu le prix Nobel d'économie Stiglitz, on a reçu Philippe Sands qui a fait la leçon inaugurale du bachelor. Tout à l'heure, c'était le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Guillomard, qui était là. Enfin, vraiment, ce à quoi on a accès en termes voilà,
de débat, de partage de connaissances est vraiment exceptionnel. Alors la seule limite qu'il y a à la liberté d'expression, c'est que le droit de s'exprimer n'est pas un droit à intimider les autres ou à empêcher l'expression des autres. Et donc en fait, de manière assez simple, ce dont je suis le garant, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et que ce soit fait d'une manière qui soit respectueuse de l'ensemble des étudiants et de l'institution. Et je crois que ce cadre est très bien compris, et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater en étant ici sur le campus, encore une fois, c'est plutôt un endroit où il fait bon vivre. Comment vous réagissez à ceux qui disent que Sciences Po est en quelque sorte une école de reproduction sociale ou de wokisme? Vous voyez, en disant ça, finalement, vous montrez à quel point Sciences Po fascine et cristallise des attentes très contradictoires. On peut le matin nous dire qu'on est le temple du conservatisme et l'après-midi nous dire qu'on est le temple du wokisme. Je crois tout simplement que nous ne sommes ni l'un ni l'autre. On est un endroit où on étudie, où on fait de la recherche et on le fait voilà, pour le bien des étudiants, pour le bien de la société. Alors sur la question de l'ouverture sociale, elle est évidemment très importante et je veux vraiment m'adresser là aux élèves boursiers qui nous écoutent. On a toute une série d'instruments pour voilà, remplir notre mission de diversification des dirigeants français. Ça passe par plusieurs choses. Au moment de l'admission, par le fait qu'on regarde spécifiquement les dossiers de boursiers du secondaire, c'est-à-dire vraiment des situations sociales parfois difficiles. Et quand on arrive à un très haut niveau scolaire en étant boursier, c'est qu'on a quand même des compétences très particulières, à mon avis. Et puis, c'est très peu connu, mais sur le plan même matériel, quand on est étudiant boursier à Sciences Po, non seulement on ne paye aucun droit de scolarité, on reçoit évidemment la bourse du Crous, mais Sciences Po augmente encore la bourse du Crous de 75%, parce qu'on veut vraiment que nos étudiants boursiers soient dans de très bonnes conditions pour étudier. Et ça, c'est vraiment notre mission sociale, que d'associer l'excellence et la diversité sociale et de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Vous avez souhaité instaurer une réserve institutionnelle. Est-ce que cela signifie que Sciences Po ne se prononcera plus sur les conflits comme Gaza ou l'Ukraine? Alors en fait, le principe de la réserve institutionnelle, il vise à protéger ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la liberté d'expression. Parce que si l'institution prend position sur un sujet, évidemment, ceux qui ont l'opinion minoritaire vont se retrouver contraints dans leur liberté d'expression. Je rappelle toujours une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant l'histoire de Sciences Po. Il se trouve que le fondateur de l'école, Émile Boutmy, était très favorable à Dreyfus. Il était du bon côté de l'histoire, d'une certaine manière. Mais il n'a jamais demandé à son institution de se positionner en tant qu'institution. Il y avait des professeurs dreyfusards, il y avait quelques professeurs d'ailleurs anti-dreyfusards. Lui-même était en soutien à Dreyfus, et tout ça a très bien cohabité. On a le droit d'avoir des opinions, on a le droit d'avoir des opinions individuelles et collectives et de les exprimer, mais l'institution, elle doit évidemment créer un cadre qui permette à la liberté de chacun de s'exprimer. Je voudrais dire quand même sur la question de la doctrine que ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Sciences Po. Elle a été adoptée par notre conseil dans lequel les étudiants sont représentés puisqu'ils ont 8 élus plus un doctorant et que ce texte a été adopté à une très large majorité, ce qui prouve que c'était une position consensuelle à Sciences Po et je crois la bonne position. En tant que directeur de Sciences Po, comment est-ce que vous définissez les contours et les lignes rouges entre justement cette liberté académique et la liberté d'expression? La liberté académique et la liberté d'expression sont deux choses différentes. La liberté académique, elle est la liberté de recherche et la liberté de la recherche aussi de s'organiser de manière autonome. Alors on a une politique scientifique à Sciences Po, évidemment, mais on en discute avec le corps académique qui jouit de libertés académiques qui sont constitutionnellement garanties. La liberté d'expression, elle concerne tout le monde. Elle concerne les étudiants, les enseignants, évidemment, et donc l'ensemble de nos communautés, mais c'est deux sujets d'ordre un petit peu différents, parce que la première, c'est vraiment une liberté de citoyen, disons, et la deuxième est une liberté en tant que scientifique qui est spécifiquement garantie aux chercheurs, notamment lorsqu'ils recherchent et donc établissent des résultats de recherche, ils doivent pouvoir le faire sans pression extérieure, de manière à garantir l'intégrité de la recherche scientifique. En fait, il n'y a pas de recherche scientifique sans indépendance. Si on se met à dicter les résultats de la recherche de l'extérieur, par définition, c'est plus de la recherche. Je voulais maintenant qu'on parle des grandes priorités de Sciences Po, notamment en cette rentrée 2025. Quels sont vos grands enjeux? Écoutez, on a déjà beaucoup fait. D'abord, l'an dernier, vous savez que j'ai présenté ma candidature à Sciences Po avec un certain nombre d'axes. Mais il y avait une ligne, disons, commune qui était de dire qu'il fallait que Sciences Po fasse ce que Sciences Po fait tous les 30 ou 40 ans, c'est-à-dire
revoir sa matrice intellectuelle à l'aune des problèmes que la génération que nous formerons devra effectivement surmonter. Un problème essentiel, évidemment, c'est celui du changement climatique, des transitions environnementales, des défis que ça suppose. Et donc, nous avons décidé, en juillet dernier, de créer donc une école du climat à Sciences Po qui ouvrira ses portes en 2026, qui sera une école de formation de très haut niveau, au niveau master, ouverte à l'international, et pour laquelle je dois dire que nous sommes déjà ensevelis de demandes d'inscription, parce que chacun sent qu'on va y faire quelque chose de très fort, dans lequel on pourra faire de la finance climat, du droit sur le climat, du management des transitions. Et donc je pense que voilà, on montre qu'on est fortement engagé sur ce sujet qui serait important pour les générations futures. Les autres sujets que j'avais mentionnés dans mon projet, vous les avez évoqués. Il y a le sujet des conflits internationaux, de la conflictualité. Il y a évidemment le sujet du numérique et de l'intelligence artificielle. Il y a l'Europe, je crois, qui doit reprendre une place plus importante à Sciences Po. Et puis il y a le sujet de la démocratie. C'est vrai que la démocratie, c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on fait à Sciences Po. C'est une école qui a été créée au début de la Troisième République et au fond, c'est l'école dans laquelle on essaie de comprendre comment la démocratie peut être plus efficace que les régimes autoritaires. Et donc, ça fera aussi partie de notre ADN. Vous l'avez dit, donc vous avez lancé la Paris Climate School il y a quelques mois, une école donc pour les masters, si je comprends bien. Ce sera pour quel type de profil, cette école ? Alors, donc, en effet, c'est pour la rentrée 2026. Donc, les inscriptions vont commencer dans quelques jours, mais c'est vrai que l'adresse mail générique de l'école génère déjà beaucoup de demandes. Notre idée, c'est d'avoir des profils très variés. Ça peut être des étudiants d'abord qui viennent de notre bachelor, bien sûr. On suppose qu'on aura des étudiants venant de filières ingénieurs ou scientifiques qui voudront rajouter une formation en sciences humaines et sociales qui permettra de compléter leur parcours, parce qu'on va former évidemment dans cette école, comme on le fait dans les autres écoles, des gens capables de prendre des décisions et d'avoir un impact au sein des organisations dans lesquelles ils seront employés. Et puis, on aura, je crois aussi, des gens qui viendront de formations de sciences sociales plus classiques, mais qui vont se spécialiser dans certains domaines. Je le disais, la finance, le droit, le management notamment. Et l'une des particularités, puisque ce qu'on fait à Sciences Po au niveau master, c'est d'être très professionnalisant, ce sera aussi de fonctionner fortement par étude de cas. Et donc, on travaille beaucoup d'ores et déjà avec des entreprises, des pouvoirs publics, des organisations, pour qu'elles nous soumettent des cas de transition réussie, financement d'un projet de transition, sujet juridique, de manière à ce qu'on puisse mettre les étudiants sur des cas concrets de la vie réelle. Et puis, l'autre sujet, c'est qu'il y aura un dialogue très fort avec les sciences exactes, évidemment, sciences de la nature, sciences physiques. Et donc, on est en train de travailler avec des partenaires extérieurs de très haut niveau qui vont nous permettre de socler les connaissances scientifiques en sciences dures qui sont nécessaires pour ceux qui voudront être utiles sur les sujets climat, transition. C'est l'école du climat, mais en fait, évidemment, on utilise le mot climat, mais ça couvre tous les sujets environnementaux d'une certaine manière. Et donc, au niveau du contenu, vous l'avez un peu mentionné, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un peu plus en détail le contenu de ce master et pour quel type de métier cela formera-t-il ? Alors, on va commencer par un master en 2026. L'idée ensuite, c'est d'en avoir d'autres, y compris des masters joints avec d'autres écoles. Par exemple, on pourrait dire un master école du climat, école de droit, école du climat, école de management. Il y aura aussi des doubles masters assez vite avec des universités étrangères. On a beaucoup de demandes d'universités étrangères pour être le partenaire de la nouvelle école du climat. Mais en 2026, on commence par un master qui va être un master dédié à la gouvernance des transitions environnementales. Et donc l'idée, c'est de former des gens qui pourront occuper des fonctions de décision dans les organisations dans lesquelles ils seront pour mener à bien des transitions. Et puis les organisations et les entreprises dans lesquelles ils iront, évidemment, elles auront une teinture en fonction du secteur dans lequel ils seront. Et donc à l'intérieur du master, il y aura des concentrations que j'ai mentionnées, et notamment finance, droit et management. Je voulais qu'on parle un petit peu d'IA. Comment est-ce que vous avez intégré les intelligences artificielles dans vos différents programmes ? Et à l'époque, l'utilisation de l'IA avait été interdite à Sciences Po. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, on a vraiment tourné cette page. D'ailleurs, moi-même, je donne un cours à Sciences Po et j'ai demandé à mes étudiants de produire un document en utilisant l'intelligence artificielle. Ça a donné des résultats vraiment très intéressant. Donc évidemment, il faut que nos étudiants sachent utiliser l'IA et on commence à mettre en place, on multiplie les formations dans ce domaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est
comment l'IA transforme le marché du travail. Et là, pareil, on a énormément de cours d'ores et déjà, IA et finance, IA et droit, qui sont présents, si vous voulez, dans nos masters. Et je crois que plus profondément, la question de l'IA, c'est la question de quel type de compétences on va réserver, disons, à l'esprit humain, si vous voulez. Et là, j'utilise souvent la métaphore du hérisson et du renard. Il y a deux types de profils psychologiques, et depuis dans le monde professionnel, il y a le hérisson qui sait beaucoup une seule chose, et le renard qui est capable de naviguer entre les sujets. Et c'est vrai qu'à Sciences Po, c'est pas un secret qu'on forme plutôt des renards. Mais ce que je dis, c'est que avec l'IA, c'est vrai que le renard gagne en valeur et le hérisson peut-être en perd un petit peu parce que finalement, ChatGPT, c'est quand même un super hérisson. Il est capable de creuser un sujet et d'aller totalement au fond. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est conserver le cœur de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, la capacité à naviguer entre des sujets différents, à regarder un objet, un enjeu par des angles différents, parce que ça, l'IA viendra chatouiller cette compétence beaucoup plus tard, vraisemblablement. Et puis, il y a un autre enjeu très fort, c'est comment, parce que l'IA produit quand même de belles choses parfois, comment on conserve à l'esprit humain le sens de l'effort. Comment on dit que l'IA, c'est le point de départ du travail et pas le point d'arrivée. Et ça doit se faire vraiment tout au long de la formation et maintenir un peu nos étudiants dans cette culture de l'apprentissage, de l'effort, voilà, de se pousser au plus haut niveau d'excellence auquel on peut prétendre. Et donc on doit tenir les deux bouts, le bout du maintien du sens de l'effort, de l'excellence, de l'approfondissement même des connaissances, et puis en même temps quand même savoir utiliser les instruments de l'IA, parce que dans la vie réelle, il faudra savoir les utiliser. Et sur l'aspect de recherche, quel rôle Sciences Po peut-il jouer justement dans la recherche? Parce que, de manière un peu caricaturale, mais le lien entre Sciences Po et l'IA n'est pas forcément évident. Ah bah d'abord, je suis très heureux qu'on ait signé un premier partenariat avec OpenAI qui nous a proposé de financer au sein d'un consortium d'une douzaine d'universités de très haut niveau dans le monde, donc nous a proposé de prendre en charge le sujet IA et démocratie, qui est évidemment, comme je le disais, au cœur de ce qu'on sait faire à Sciences Po. Bien sûr, la Sciences Po, c'est une école, une université de sciences humaines et sociales, et donc l'IA, ça a un impact politique, ça a un impact sur le marché du travail, ça a un impact sur nos sociétés, et donc c'est évidemment à Sciences Po qu'on pourra le regarder. Mais il y a un deuxième sujet, peut-être un peu plus compliqué, pour lequel je crois qu'on est très adapté, et qu'on creuse en ce moment, c'est le sujet de comment l'IA transforme les sciences sociales elles-mêmes, c'est-à-dire comment vous faites de la recherche en sciences sociales avec de l'IA, parce qu'évidemment, les données auxquelles on a accès, et puis leur traitement est totalement transformé par la généralisation de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un sujet pour lequel on est très fort, je crois, pour prendre une place de leader. Pour parler un peu d'insertion professionnelle, l'un des contresens fréquents est de croire que Sciences Po forme qu'au métier de politique ou en lien avec la politique. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances en matière de débouchés et de secteur à Sciences Po? Ah, écoutez, oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire, hein, on pense toujours que tous ceux qui passent par Sciences Po sont comme moi, c'est-à-dire deviennent hauts fonctionnaires. C'est toujours vrai, et on est très très fiers des résultats de Sciences Po dans ce domaine. C'est vrai qu'une très grande partie des hauts fonctionnaires français viennent de Sciences Po, et maintenant de plus en plus d'ailleurs aussi dans d'autres pays. Mais c'est vrai aussi que 60%, 60 à 70% des étudiants de Sciences Po vont plutôt dans le secteur privé après Sciences Po. Alors il y a une variété vraiment de métiers absolument énorme. On est évidemment très fort dans les métiers juridiques, dans les métiers de la finance, dans les métiers du management, de la communication. On a une excellente école de journalisme, je crois vraiment l'une des meilleures au monde, hein, franchement. Et donc oui, on est présent dans l'ensemble des secteurs privés adaptés à une formation de sciences humaines et sociales. Donc je confirme qu'on ne forme pas d'ingénieurs, même si nous avons beaucoup d'élèves ingénieurs qui viennent faire un master à Sciences Po dans l'école du climat demain, mais d'ores et déjà aujourd'hui. Et donc là aussi, on a de très beaux profils. Et dans les appétences des jeunes, est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années sur un nouveau secteur en particulier ou un autre? Oui, bien sûr, il y a un secteur qui monte, il faut bien le dire, parce que en fait, moi, ce qui me frappe dans cette génération, c'est qu'elle est très consciente qu'elle va être confrontée à des défis gigantesques. Il y a quand même le sujet donc environnement, climat qui monte très fortement, et je vois beaucoup d'enthousiasme chez nos étudiants de bachelor à l'idée de pouvoir rejoindre l'école du climat pour ceux que ces sujets intéressent. Et puis, l'autre sujet dont on a parlé et qui monte beaucoup dans l'intérêt des étudiants, c'est sécurité et défense. C'est vrai que bon, tout le monde voit que le monde se durcit, et donc on a de plus en plus d'étudiants qui veulent être formés à ces sujets, et ils ont raison, je crois.
On va maintenant parler de la procédure d'admission. Aujourd'hui, l'admission post-bac à Sciences Po donc, repose toujours sur 3 éléments, les notes du bac, le dossier académique et l'oral, dont le poids a été renforcé. Vous aviez dans un premier temps envisagé le retour d'une épreuve écrite. Si je comprends bien, ça a été abandonné cette idée. Alors oui, l'idée c'est que en fait, les résultats d'admission sont tellement exceptionnels en 2025 qu'il n'y a pas de besoin, de mon point de vue, de changer de nouveau la procédure d'admission. Ce qu'on a fait néanmoins, c'est qu'on essaye d'objectiver, disons, l'examen des dossiers qu'on reçoit. C'est la raison pour laquelle on a donné un poids très important à l'écrit du bac français dans le panachage des notes du bac. Et puis demain, avec l'arrivée d'une deuxième épreuve anticipée en mathématiques, on se dit qu'on pourra aussi l'utiliser pour examiner les dossiers. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a supprimé les essais personnels parce qu'on constatait qu'ils étaient quand même de plus en plus standardisés, si je puis dire, et donc peut-être soit écrits un peu par les parents, les amis, des préparations privées ou peut-être ChatGPT. Et puis, en revanche, on a conservé la lecture individuelle de chacun des bulletins scolaires, c'est ce que vous disiez sur le parcours. Et là, on regarde beaucoup les notes, bien sûr, mais aussi les commentaires des enseignants, c'est très important. Et dans le même temps, vous faites une refonte du bachelor, donc des 3 premières années à Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qui va changer? Oui, alors ce qu'on cherche, c'est vraiment à refondamentaliser le bachelor. Alors ça passe par donc le maintien des grandes disciplines et le renforcement des grandes disciplines fondamentales qui sont l'histoire, l'économie, le droit, la sociologie, la science politique. On introduit aussi au premier semestre de première année un cours vraiment de lecture des grands textes de théorie politique, comme ça se pratique dans quelques universités d'excellence dans le monde, de manière à vraiment plonger au fondement des textes dès le début de la première année. La deuxième nouveauté, je dirais, c'est qu'on rajoute pas mal de semaines de cours. En fait, hein. Le semestre repasse de 12 à 14 semaines. Et ces 2 semaines supplémentaires, on les utilise pour faire du renforcement musculaire, si vous me passez l'expression. Donc, si tel ou tel est un peu moins fort en mathématiques, un peu moins fort dans un autre domaine, on va, notamment en langue, on va concentrer l'effort. L'idée, c'est qu'à la fin du bachelor, tout le monde ait atteint notamment un niveau C1 en anglais. Puis la troisième nouveauté, ça correspond à ce que je disais un peu, c'est qu'on rajoute des cours d'épistémologie, de méthodes scientifiques en sciences sociales pour développer la capacité à penser de manière rigoureuse. Je reviens sur l'admission rapidement. Quel type de profil est-ce que vous recherchez en 2026, aujourd'hui, au niveau des spécialités au lycée? On a pas mal de jeunes qui nous disent « je suis en terminale, j'ai pas eu d'expérience, comment est-ce que je peux malgré tout valoriser mon parcours ?» En fait, nous, on prend toutes les formes d'excellence. Donc on a décidé, c'est une vraie politique, de ne pas dire que telle ou telle spécialité est nécessaire. Vous pouvez avoir fait spécialité maths, SVT et physique-chimie et candidater à Sciences Po, vous êtes le bienvenu. Ce qu'on cherche, c'est vraiment des profils intellectuellement excellents. Et donc, il n'y a pas de besoin de spécialité particulière. Il y a le besoin d'être très bon élève, bien sûr, mais surtout d'avoir envie, d'avoir le sens de l'effort, le sens surtout de la curiosité intellectuelle. À l'oral, c'est surtout ça qu'on va juger. Est-ce que vous êtes ouvert à des idées différentes, curieux? Pourquoi vous venez à Sciences Po, en fait? En 2025, Sciences Po a attiré plus de 12 000 candidatures, ce qui confirme sa bonne dynamique aujourd'hui d'attractivité sur Parcoursup, avec un intérêt croissant pour les doubles diplômes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ces doubles diplômes sont des très belles formations qu'on a montées effectivement avec des partenaires. Alors on a des doubles diplômes à l'étranger, et puis il y a des doubles diplômes en France, effectivement. Il y en a énormément, il faut aller regarder sur le site internet, mais il y a 10 doubles diplômes à l'étranger. Donc vous faites 2 années à Sciences Po et 2 années chez le partenaire à l'étranger. Et puis il y a des doubles diplômes en effet nationaux, magnifiques, Sciences Po et Histoire, Sciences Po et Philosophie. Pour ceux qui hésitent un peu, qui sont au profil très scientifique et qui ne voudraient pas arrêter, regardez Sciences Po et Mathématiques. On a 2 doubles diplômes dans ce domaine. On a aussi Sciences Po et Sciences de la vie. Enfin, vraiment, il y a une possibilité de maintenir la passion qu'on a pour un sujet scientifique, notamment, et le fait d'être à Sciences Po. On l'a dit, 12 000 candidatures en 2025. Est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement de Parcoursup, plus globalement? Il est parfois difficile de choisir parmi autant de candidats. Écoutez, l'un des avantages de Parcoursup qui est très critiqué pour nous, mais qui a quand même un avantage énorme, et c'est aussi un chiffre dont je suis assez fier, c'est que 70% des lycées de France envoient au moins un candidat à Sciences Po.
ce qui veut dire qu'on est vraiment ouvert à l'ensemble du territoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, cette école était beaucoup plus parisienne, disons. Maintenant, on a des candidats qui viennent de partout en France, des Outre-mer et évidemment de l'étranger. Et ça, c'est très important qu'on maintienne ça. Donc ça, c'est quand même le gros avantage. Après, la difficulté à laquelle on est confronté, mais qui n'est pas liée à Parcoursup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le contrôle continu, à cause des politiques de notation des lycées qui sont très différentes, est difficile à appréhender. Et c'est la raison pour laquelle donc, on essaye d'utiliser plutôt les notes passées dans des examens nationaux, donc écrit du bac français, oral du bac français, et puis demain l'épreuve anticipée de mathématiques comme des éléments d'évaluation importants, objectifs. Alors parfois les jeunes confondent Sciences Po Paris, les campus de Sciences Po en région et les IEP de région, si on peut les appeler comme ça. Est-ce que vous pouvez nous représenter un peu tout ça? Ah bah c'est très simple, en fait pas du tout. Il y a Sciences Po Paris, qui a en effet des campus en région, que je salue s'ils me regardent cette vidéo, donc Poitiers, Le Havre, Reims, Nancy, Dijon et Menton, ça c'est Sciences Po Paris. Dans ces campus en région, on y va pour faire le bachelor. Tous les masters en revanche sont à Paris, donc quel que soit le campus sur lequel on commence, on passera par Paris à un moment de sa scolarité. Et puis il y a les IEP, effectivement, en dehors de Paris, qui sont tous les autres sites que je ne vais pas reciter moi-même, mais qui sont dans le réseau des IEP, avec lequel on travaille, hein, évidemment. Et on se rencontre régulièrement avec mes homologues directeurs des Sciences Po en région, mais c'est deux structures différentes. Mais on a le droit de les appeler Sciences Po quand même. Sciences Po Bordeaux. Et ils s'appellent Sciences Po, Oui, absolument, parce qu'on a un accord depuis 2015, je crois, dans lequel ils peuvent utiliser la marque Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le dispositif de mobilité internationale à Sciences Po et entre campus? Bon, c'est la très très grande force évidemment de Sciences Po, parmi de nombreuses autres, mais c'est l'ouverture internationale, bon, qui passe par deux choses, hein. C'est d'abord la troisième année est obligatoirement à l'étranger pour tous les étudiants de Sciences Po, et c'est pas juste un semestre à l'étranger, on tient vraiment à ce que ce soit une année à l'étranger pour vraiment aller au fond de cette expérience. Ça fait qu'on a quand même 470 accords avec des universités dans le monde. Je crois que c'est un cas unique au monde, pour être tout à fait honnête, et c'est vrai que c'est toute une politique pour nous, parce qu'on envoie chaque année 1700 étudiants à l'étranger et on reçoit 1700 étudiants étrangers chez nous. Et puis l'autre manière d'être internationalisé, c'est les étudiants étrangers qui viennent à Sciences Po. On a beaucoup d'étudiants non français qui viennent s'inscrire à Sciences Po, non pas que pour les échanges, mais de manière diplômante, et ce qui fait un total de quasiment 50% d'étudiants étrangers sur le campus, et donc vraiment une ouverture sur le monde absolument exceptionnelle. Et comme il faut qu'on puisse enseigner en anglais, comme en français, on a aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs qui viennent de l'étranger, et donc ça donne une ambiance très, très particulière. On va maintenant aborder les enjeux internationaux. Comment est-ce que vous intégrez dans votre stratégie la nouvelle politique étrangère de l'administration Trump 2 et quels sont les impacts pour Sciences Po? Et le premier sujet, il est d'ordre des principes. C'est évidemment la réaffirmation de l'importance du principe de liberté académique que vous évoquiez tout à l'heure. L'université, ça n'a de sens que si c'est autonome. Si ça n'est pas autonome, c'est plus de la science, parce que ça veut dire que vous vous mettez à guider les résultats depuis l'extérieur, et donc ça devient autre chose. Et donc ça, c'est un principe évidemment intangible et central, et qu'on doit réaffirmer dans la période actuelle. Le deuxième élément, c'est que évidemment les étudiants du monde entier s'interrogent un peu sur où ils vont aller étudier, et c'est vrai, je ne vous cache pas que Sciences Po est très sollicité, hein. On a eu l'an dernier une hausse de 25% des candidatures en master et de presque 10% en bachelor. Je m'attends à ce que ce soit à nouveau le cas cette année. Et c'est vrai que ça donne une opportunité à Sciences Po, mais aussi à la France, d'affirmer sa place en termes d'attractivité d'étudiants du monde entier de niveau exceptionnel, parce que les Français qu'on recrute sont de niveau exceptionnel, mais les étrangers aussi qui candidatent sont du même niveau. Et donc c'est bon pour nous et c'est bon pour nos étudiants français qu'on arrive à faire venir ces talents exceptionnels du monde entier. Et comme ils sont plus nombreux à frapper à la porte, on va essayer d'en accueillir un petit peu plus aussi. Quels sont vos liens avec les établissements américains et paradoxalement, avez-vous augmenté vos relations ces derniers mois avec justement ces institutions américaines? On a des relations très fortes historiquement avec des institutions universitaires américaines. C'est notamment le cas avec Columbia et Berkeley, qui sont les deux institutions avec lesquelles on a un double diplôme au niveau bachelor, donc 2 ans Sciences Po, 2 ans Columbia, ou 2 ans Sciences Po et 2 ans Berkeley. Dans les circonstances actuelles, nos partenaires américains demandent plutôt à renforcer ces relations, et donc évidemment on est
disponibles pour le faire. Donc ça devrait se traduire notamment par un accroissement du nombre de places disponibles dans ces formations. Et puis on a toutes sortes d'autres accords, échanges de professeurs, collaboration dans le domaine de la recherche qu'on va continuer à faire grandir avec ces universités, mais aussi avec de nombreuses autres avec lesquelles on travaille. Vous participez au programme Choose Europe for Science. Quels objectifs poursuivez-vous à travers cette initiative et qu'avez-vous mis en place concrètement ? Alors c'est vrai que nous, on est dans un cas un petit peu particulier parce on recrutait déjà pas mal d'enseignants-chercheurs à l'étranger et notamment aux États-Unis. Simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est, avec ce dispositif, d'accroître, disons, notre capacité à faire venir des enseignants-chercheurs de très haut niveau d'outre-Atlantique. Alors ça passe d'abord par le fait qu'ils, tout simplement, ils candidatent en plus grand nombre dans les postes que nous proposons. Et on va continuer à annoncer de très très beaux recrutements dans les semaines qui viennent de s'écouler et dans les semaines qui viennent, qui témoignent de notre attractivité effectivement outre-Atlantique. Et puis si on a les ressources, grâce à ce dispositif, évidemment, on pourra augmenter le nombre de postes mis à disposition pour faire venir ces talents à Sciences Po au bénéfice de nos étudiants. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci Louis Vassy. Merci à vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode de DG sur écoute et à très vite sur Totis. Au revoir.